La mort, c'est gouré de fils. Pom, pom. La mort, c'est... Salut, papa. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir parce que j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Parle. Je me suis rendu compte que je t'avais jamais dit à quel point j'étais désolé pour ce qui est arrivé à Annette. Papa, j'ai passé toute ma vie à essayer de trouver l'amour auprès de femmes, d'employés d'hôtel, d'employés de péage, de girafes, de chimpanzés, de trampolines, et de mecs habillés comme des femmes, et de mecs qui te ressemblent. Et je me suis rendu compte que la seule personne dont j'ai jamais vraiment voulu l'amour, c'est toi, papa. Dieu, ouais, je sais pas quoi te dire. Dis rien, c'est pas la peine. J'apprécie. J'apprécie que t'aies trouvé le courage de dire toutes ces choses. Mais je vois qu'une seule façon de régler ça. Les machettes. Quoi? La mort secourra pas de fils ce soir. This next song is for a very important person in everyone's life. I'm talking about my daddy. Big daddy. Big daddy. Get off my back, get out of my face. Go away, get off of my case. I'm sick of you coming around, always putting it down. I'm telling you, Big Daddy, I hate you, I hate you, I hate you. Leave me alone, don't give me no flag. Turn around and never come back. I'm tired of you coming around, always putting it down. I'm telling you, Big Daddy, I'm not your little boy. And more, I'm a big, oh, I'm big, man. Oh, make some racket. Get off my back, get out of my face. Go away, get off of my case. I'm sick of you coming around, always putting it down. I'm telling you, Big Daddy, I hate you, I hate you, I hate you, Big Daddy. Hey! Get gone, man, get real gone. Je hais mon père, c'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que sa fille est doux. Hein. Ça la mère de là-bas t'es mouffetez pas. Et les gamins pareil! Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Ah, c'était donc un extrait de la bande originale de Walk Hard, I Hate You Big Daddy, avec des extraits de Walk Hard et de OSS 117. Mais avant de parler du Malik, on va quand même revenir avec François Gallou, notre invité, donc via internet, sur Drive de Refneux, que Antonin n'a pas pu voir, parce qu'il était déjà parti du festival de Cannes. Sniff. Pour toi, oui, peut-être, parce qu'en même temps, voilà, faut remettre quand même en contexte, c'est François Gallou qui a aimé Drive, quoi. Ouais. Donc, faut rester cool, hein. Faut calmer ses ardeurs un peu. François, donc tu es toujours avec nous? Oui, toujours. Voilà, donc du coup c'est à toi de nous raconter un peu est-ce que c'était bien Drive? Bah écoute, oui carrément, mais déjà juste pour resituer qui est le réalisateur de Drive, donc c'est un Danois, donc Nicolas Winding Refn, donc qui a la quarantaine à peu près et qui a quand même déjà réalisé en fait un paquet de films. Hein. C'est vraiment pas un jeune là-dedans. Il a commencé à 26 ans avec donc le premier Pusher. Après il a fait un 2, un 3, mais entre deux il a fait un thriller qui s'appelle Bleeder et un film aux États-Unis qui s'appelle Inside Job. Après donc il a fait Bronson, Valhalla Rising et enfin donc ce film Drive quoi. Et donc le mec a quand même déjà une certaine expérience et il a toujours quand même été salué par sa maestria visuelle et sa représentation de la violence assez explosive qu'il y a dans ses films quoi. Donc on a déjà parlé de Scorsese, de machin, tout ça, mais en fait c'est quand même pas vraiment un enfant de Scorsese, je pense. Et du coup ce film en fait est né de l'envie d'un producteur qui a voulu donc adapter un bouquin.
et qui voulait absolument travailler avec Ryan Gosling, donc l'acteur génial de Blue Valentine, qui sortira aussi cet été, je crois. C'est vrai? Et entre autres, ouais. Et donc en fait, donc ce producteur voulait tourner avec Ryan Gosling et lui a dit voilà, le jour où je t'enverrai un scénar, ce sera pas une blague, t'auras vraiment envie de faire le film. Et donc Gosling a voulu faire le film, et c'est Gosling qui a voulu le faire avec Winding Refn. Donc c'est vraiment un film de commande pure d'un producteur qui lance un acteur qui lui va chercher un réalisateur et donc du coup la rencontre est quand même assez fructueuse. Après, ils en parlent dans toutes les conférences de presse et tout, mais donc on va pas revenir sur cette rencontre dans un restaurant, machin bidule, qui était assez drôle. Et ils se sont rendus compte en fait sur un morceau de musique au retour du restaurant que voilà, le film allait être finalement sur un mec qui conduit dans Los Angeles la nuit en écoutant de la pop. C'est assez drôle. Mais bon, voilà. Et donc voilà, donc arrive Drive à Cannes, qui est une des grosses attentes parce que c'est effectivement l'arrivée du film de genre dans la compétition officielle par un mec qui a donc un univers visuel assez incroyable, qui sait aussi complètement se perdre quand on voit Valhalla Rising, qui est un film quand même très bancal et tout ça, mais qui se rapproche pas mal de un peu l'école du Welles, Noé, c'est-à-dire des mecs qui écrivent leurs films, qui ont un univers visuel incroyable, mais qui du coup parfois manquent un peu de garde-fou. Et donc on attend d'eux à un moment donné un film de commande du type Drive, pour voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre quand ils sont un peu cadrés, quoi. Et là, c'est quand même assez brillant, quoi. Parce que donc le film traite au départ en fait s'ouvre sur un mec qui est au téléphone, qui est Ryan Gosling, et qui explique à des types que voilà, il loue ses services pendant 5 minutes avec eux juste pour les faire quitter le lieu du casse qu'ils sont en train de faire. Et voilà, il a 5 minutes avec eux dans la voiture pour les faire se barrer avant que les flics arrivent. Et après ces 5 minutes là, c'est bon, faut plus entendre parler de lui, faut rien lui demander, tout ça, quoi. Et donc le film s'ouvre là-dessus. La conversation téléphonique avec les mecs et la première fuite d'un casque, quoi. Et cette fuite est effectivement filmée, fait directement penser à Michael Mann, on pense à Collateral et à Heat et tout ça, le Los Angeles filmé la nuit en voiture et tout. Et la séquence est vraiment, transpire du côté ultra pro du mec, du pilote, quoi, qui ne dit absolument rien, et d'ailleurs qui ne dira quasiment rien pendant tout le film, et donc qui aide ces mecs-là à fuir de manière, mais quasiment anti-spectaculaire, juste en réussissant à bien se cacher avec sa voiture, machin et tout, et c'est vraiment, c'est hyper propre, hyper bien filmé, c'est beau et tout. Et le générique arrive avec donc une musique ultra pop et des titrages roses pétants, manuscrits sur l'écran, machin et tout, quoi. Donc déjà on sait qu'on est dans un film qui est vraiment inspiré de, je sais pas, on est dans les années 80, on est dans un truc qui est vraiment du pur film de genre, de la série B et tout ça. Et donc le film démarre là-dessus, et là on découvre donc petit à petit le personnage de Gosling qui est quasiment muet, qui est une espèce de héros complètement mythologique, et donc qui se prend d'affection pour sa voisine et son fils, sachant donc que c'est minable. non mais c'est ça qui est génial dans ce film. Et donc du coup qui elle vit toute seule avec son fils parce que donc son mec est en tôle. Mais oui, et elle est triste, elle va mal. Comment? Elle est triste, elle va mal, machin. Non, mais c'est un peu plus que ça. Et donc voilà, il y a une espèce de relation complètement platonique qui s'instaure entre ces personnages. Et finalement, donc le mari sort de prison et donc retrouve sa femme et son enfant. Et il est joué par Oscar Isaac qu'on avait vu dans le Sucker Punch de notre ami Zack Snyder, voilà, tout à fait. Et donc du coup, lui en fait, il a des dettes qui datent de sa prison, en fait, de sa sortie de prison et tout ça. Et donc on lui propose de faire un dernier casse pour renflouer ses dettes auprès de la mafia locale, quoi. Et du coup, ce magnifique héros qui est interprété par Ryan Gosling décide de l'aider pour le bien de la famille de ce mec-là, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de baiser la meuf, il aide le mec de cette meuf-là pour que leur vie redémarre, quoi. Et ça part en couille, évidemment, on s'y attend. C'est inévitable. Mais donc mais c'est voilà, du cinéma du d'action coup, à Cannes, quoi. C'est du Comment ? cinéma d'action à Cannes, donc. C'est un film Mais d'action. c'est un film d'action, mais en même temps qui a jamais peur du ridicule, quoi. Enfin, dans le sens où il pousse les situations au bout, il n'hésite pas à mettre du ralenti, à filmer son héros de manière complètement mythologique, sans qu'il y ait de mots ni rien, une espèce de truc comme ça, avec même des images d'Épinal qui peuvent être qualifiées de ultra kitsch et tout, mais ça marche vraiment au premier degré et c'est vraiment ultra efficace. Jusqu'à aussi donc que ce que le film en fait dérape à un moment donné. Il y a une réplique de Ryan Gosling, donc qui est quand même un personnage très mystérieux pendant tout le film et tout, mais dont on sent une profondeur malgré tout qui émane du mec, quoi.
Et en fait, à un moment, il est dans un bar comme ça, il attend, et il y a un mec qu'il a dû essayer, qu'il a réussi à faire sortir d'un casse quelques mois plus tôt qu'on n'a pas vu, qui vient lui dire ouais et tout, vraiment, la dernière fois on avait un autre pilote pour nous faire fuir, j'ai un pote qui est mort, machin chouette et tout, c'était vraiment cool de bosser avec toi, patati patata. Et là Gosling dit juste écoute mec, ferme ta gueule parce que sinon je t'explose la tronche et je t'arrache toutes les dents. Donc c'est une des rares répliques qu'il dit dans le film, quoi. Et à partir de là, on se rend compte que le mec est quand même un gros psychotique fini, quoi. Et donc après le casse foiré, donc il fout toute cette petite famille dans la merde, lui décide du coup de se venger parce qu'il a aussi toute la mafia au cul et notamment aussi cette petite famille qu'il cherche à protéger, qui a aussi donc cette mafia sanguinaire au cul, quoi. Et donc là il va décimer pas mal de gens. Vas-y, arrête de tout raconter, assez... là, c'est bon, ça suffit maintenant. C'est bon, on a plus besoin d'aller voir le film, on sait tout maintenant. C'est ton truc de raconter les histoires des films, histoire entière. Vas-y, raconte-nous la fin aussi. Non, bien sûr que non, mais il y a un vrai côté, on peut aussi retrouver un côté payback, un côté Ghost Dog dans ce film-là, mais en même temps, Payback, ça c'est un sort film avec Mel complètement Gibson, faut bien le préciser. On n'a pas encore parlé de Mel Gibson, c'est bête, on aurait dû, avec cette histoire de Lars von Trier, on aurait dû faire un rapprochement assez évident avec Mel Gibson quand même. Bref. T'as pas vu The Beaver non plus d'ailleurs, François? Non, bien sûr que non. Mais voilà, mais du coup après le film et la forme du film est vraiment génial parce que du coup on est dans le pur cinéma d'action, mais on n'est pas avec des poursuites en bagnole et des mecs qui se foutent sur la gueule avec une caméra à l'épaule qui sait pas filmer autre chose que les pieds, les mains, les bidules. Non, là on est vraiment dans une caméra qui est posée sur des appareils, des machins, c'est assez brillant, assez old school à ce niveau-là et les explosions de violence sont d'autant plus frappantes, quoi, parce qu'on parle de violence à la Scorsese souvent dans les canards là, mais on est plus près de Rob Zombie ou de Gaspard Noé quand ça part en couille vraiment, quoi. C'est pas voilà, quoi. Mais enfin, d'ailleurs il a remercié quand il a reçu son prix de la mise en scène, il a remercié Gaspard Noé qui apparemment l'a aidé à tourner les scènes d'action. Moyennement étonnant, quoi, ce qui est assez moyennement étonnant. Donc si j'ai bien compris, Gaspard Noé l'a aidé à tourner les scènes d'action. Bah, en tout cas, a priori, les scènes de poursuite en voiture, alors, ce qui est assez surprenant. Après, Winding Refn n'a pas le permis, donc c'est peut-être pour ça. je sais pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi, j'attendais vraiment qu'un réalisateur comme ça se tape un bon film de commande de série B, et là, donc, c'est vraiment réussi brillamment, quoi. Et on pense inévitablement à Michael Mann. Enfin, moi, j'ai pensé au Sixième Sens, dans le travail de la lumière, dans toutes ces choses qui datent le film dans les années 80, mais en même temps c'est un film complètement contemporain et voilà, quoi. Enfin après j'ai peur de tout spoiler si jamais je continue, donc ce serait vraiment dommage et gâcher le plaisir de tout le monde, donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus, quoi. Est-ce que tu peux présenter du coup le morceau que tu nous as ramené? Bah écoute, absolument pas, à part qu'il s'appelle Real Hero, que c'est un groupe qui s'appelle Collège, que je connais absolument pas, et apparemment c'est un groupe qui fit, parce que apparemment faut fitter maintenant pour avoir du succès, faut avoir des feats, et ils fit avec Electric Youth, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc on prévient que c'est François qui a choisi ce morceau, que c'est extrait d'un... Ah non, c'est pas moi, c'est Nicolas Winding Refn qui fait marcher son héros au ralenti sur ce morceau, et juste on comprend le côté complètement je sais pas, crypto-gay qui émane de ce film. Mais en même temps, dès qu'il y a Ryan Gosling, on devient tous pédés, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr. Donc pareil, dans mon fichier, voilà. dans ma playlist Winamp, j'ai donc un fichier qui s'appelle musique de gay. On va se l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après pour parler du Terrence Malick, Tree of Life. Et voilà, 4 minutes 23 de musique. Voilà, c'est terrifiant.
peut-être pas laisser ça en entier, parce que c'est quand même, on va tous endormir. Mais moi j'aime assez, moi quand même. Oui, mais toi t'aimes tout et n'importe quoi. Donc on va terminer cette émission. Il nous reste assez peu de temps quand même. On va essayer de parler un minimum de Tree of Life de Terrence Malick, qui a donc reçu la Palme d'Or. Terrence Malick, dont on avait déjà parlé à cette émission, parce que il y a l'émotion du ciel notamment qui était ressortie à Rennes il y a quelques mois, et c'est vrai que c'était un bonheur assez incroyable. J'avais été le voir plusieurs fois, tellement j'avais pris mon pied. Et bah là, tu nous avais déjà prévenu la semaine dernière, bien entendu, que c'était pas son meilleur film. Et en effet, c'est pas son meilleur film. Bah voilà, moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de répétitions par rapport à la semaine dernière, mais voilà, je suis quand même pris mon courage à deux mains et je suis allé le revoir quand même en me disant c'est pas possible quand même, il a pas pu faire un truc aussi pourri tel que je l'avais vu voilà pendant ma projection cannoise où j'étais ressorti quand même passablement dégoûté, même tout en admettant qu'il y avait quand même des moments de beauté assez inouïs, mais c'était quand même un pensum assez chiant. Et voilà, donc Tree of Life qui s'ouvre sur une belle situation du best-seller de Dieu, la Bible, genre mais où étais-tu pendant la création? Bah a priori on n'était pas là, donc Terrence Malick qui est très bien sympa, voilà, nous offre nous montre la création, voilà. Et en fait ça m'a vraiment marqué à la revision du film à quel point c'est assez simpliste en fait. J'ai essayé de voir à peu près mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ce film, qu'est-ce qui ne marche vraiment pas, alors que moi les précédents films de Malick, je suis assez fan parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie complexité, alors même que c'est vraiment des films qui sont toujours sur la corde raide, qui manient voilà un ton élégiaque à la Malick. On pourrait toujours vite fait le cataloguer dans une sorte d'amoureux de la nature qui fait du beau, qui fait du beau, mais qui arrive quand même toujours, j'ai l'impression dans ses précédents films, à complexifier un petit peu son discours qui serait, pour résumer très vite, la nature contre la culture, voilà, le jardin d'Éden strié voilà d'éclairs de violence, l'humain chassé du jardin d'Éden, c'est à peu près la thématique de la plupart de ses films, cette perte de l'innocence. Et là c'est carrément théorisé dès le départ par la voix off qui donc s'ouvre, c'est encore un récit choral avec de multiples voix off, la voix off donc de la mère qui nous dit voilà, les bonnes sœurs nous a appris, il y a deux voix, il y a celle de la nature, il y a celle de la grâce. Alors dans la nature, voilà, elle implique, c'est finalement elle voit la nature comme une sorte de une nature en compétition constamment avec elle-même, la nature dans le sens où voilà, c'est une lutte pour la survie, une lutte une sorte de cruauté intrinsèque qui crée le vivant, voilà, contre la voix de la grâce qui va être la voix attaché pendant tout le film à la maman. Et en fait c'est un film qui de toute façon toujours chez Malick, et voilà, on est dans il y a deux polarités très très fortes, comme j'ai dit, nature culture, mais qui sont beaucoup plus simples qu'une sorte c'est une frontière qui bouge tout le temps, ce qui fait qu'on n'est jamais dans quelque chose de trop simpliste. Là j'ai l'impression à revoir le film que c'est quand même assez très simpliste c'est vrai que là Terrence Malick qui s'est dit que filmer l'origine du monde ça suffisait pas à faire un film, finalement c'est assez bateau comme sujet, donc j'ai dit je vais aussi raconter ma propre enfance, c'est vraiment un film autobiographique mais complètement, ça raconte son enfance à Waco au Texas, et vraiment bon, il a repris la même ville de là où il est né, donc on peut vraiment tout à fait, même si le monsieur se prononce pas là-dessus, tout à fait penser que c'est vraiment complètement autobiographique. Et là on a vraiment affaire à des personnages où d'un coup la mère va incarner la voix de la grâce, la voix de l'amour. Alors la grâce, voilà, c'est un concept auquel on peut facilement entraver absolument que dalle, mais on comprend assez rapidement quand on voit ces films, les précédents films en tout cas sont touchés par la grâce. On serait bien en peine d'expliquer qu'est-ce que c'est, mais voilà. Et en fait il y a cette voix là qui est donc suivie, qui est bien établie pour être attachée à celle de la maman, tandis que la voix du père qui va prendre le dessus au bout une fois que l'harmonie dans le système du film sera brisée par la mort d'un des fils, donc la violence de la vie et tout ça, ça va être le père qui va prendre le dessus, et le nœud du film va se déplacer vers la relation conflictuelle du personnage principal qui est donc un jeune enfant qu'on voit partir par certains moments incarné par Sean Penn adulte. Et donc là une sorte de relation conflictuelle qui va avoir avec son père, où encore une fois c'est dit texto, voilà, ta mère est trop naïve, dans la vie il faut lutter, il faut vraiment lutter pour réussir. Donc c'est une sorte de la polarité de la culture, de la civilisation qui va fatalement au bout d'un certain temps se retourner contre le père même, au fruit d'une sorte de film qui est une sorte de récit initiatique, ou en tout cas Malick on a l'impression essaye
toujours sous l'angle un peu de la réminiscence. Le film est toujours filmé sous l'angle de la réminiscence, de façon très très fragmentée. Il va montrer différentes étapes de la construction de son être à travers cet enfant qui quitte le giron de sa mère, un monde d'harmonie, de grâce et tout ça. C'est très très sexiste finalement comme vision, et pour aller de force dans le giron du père, et il va avoir plusieurs épreuves de l'apprentissage de la violence du monde à travers différentes scénettes comme ça de sortie dans la ville, où il va apprendre que il y a une injustice fondamentale avec des personnages d'alcooliques, un personnage de bandits qui va voir les uns après les autres. Finalement, un film qui paraît assez éthéré, d'une complexe comme ça, et assez simple en fait à la révision, et assez on en parlait hier, finalement presque clichetonneux, parce que c'est tout de suite des structures qui sont tout de suite appréhendables et compréhensibles, et vu que Malik ne les fait, est toujours sur l'angle de la réminiscence et du fragment dans sa façon de les filmer, on tombe fatalement dans le concept pur qui devient, j'ai l'impression, fatalement un cliché, parce qu'il est complètement décharné. En fait, j'ai l'impression que là où le film pêche, c'est que contrairement à tous les autres films de Malik qui arrivaient, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est quelqu'un qui peut très bien filmer quelqu'un boire une bière et ce serait une expérience métaphysique, parce qu'il est à la fois un pied dans le concret, quelque chose qui serait vraiment de l'incarnation totale, et à la fois il filme l'idée de ça, quoi. Donc on est tout de suite dans une expérience un peu métaphysique. Là, il est à aucun moment il est dans le concret. Il est toujours pas forcément dans une sorte d'élégie, mais dans quelque chose qui est très très ample, très très toujours sur une même note dans la façon de filmer. Il y a pas trop de cassures dans l'alignement de scène, ou plutôt il y a que des cassures, ce qui fait un rythme assez plat, et ce qui fait qu'on voit en même temps un auteur qu'on a l'impression de devoir s'auto-parodier. Et à la deuxième vision, ça m'a encore plus frappé à quel point c'est bourré de tics de mise en scène. On pourrait vraiment les répertorier. Il faudrait qu'il arrête, Terrence Malick, de faire des travelling sur des lampadaires. Je pense qu'il y voit un symbole très très fort de quelque chose, aller vers la lumière avec sa caméra, mais c'est pas comme ça il va capter quelque chose. Il y a vraiment ce fameux truc qui au bout d'un moment m'énervait, va vraiment m'horrifier. C'est la grosse fascination de Malick, mais qu'il avait déjà avant sur les phénomènes du petit drap qui virevolte avec une légère brise, et dans laquelle va se lever des mains. On en a au moins 15 comme ça, une sorte d'expérience érotique sensuelle, mais qu'il recommence, ça ressasse un peu d'éthique visuelle comme ça. On a aussi les questions à la Malick, les questions malikiennes, qui sont les sortes de taglines d'affiches de cinéma, quasiment. Why we are here. Qu'est-ce qu'on est, la vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue, sans amour la vie passe comme un éclair. Et finalement ça ne s'incarne jamais vraiment, et c'est assez dommage, parce qu'il y a vraiment des moments de beauté assez folles, mais qui justement par cette visée uniquement fragmentée du récit, cette façon de ne jamais, cette fausse indifférence un peu qu'a Malick par rapport à ce qu'il filme, ne se déploie jamais. Je pense à des scènes genre quand le moment où le jeune garçon, qui est extraordinaire par ailleurs, va découvrir l'attraction physique, va essayer de mordre dans la pomme à travers son attraction qu'il a avec une voisine qui est filmée. C'est hallucinant, quoi. C'est d'une beauté folle, des pieds des plans de genoux qui s'arrosent avec que la jeune femme arrose avec un jet d'eau à travers des draps et tout ça. On a l'impression que ça va prendre de l'ampleur, et non, ça retombe à chaque fois. J'ai peine à croire en fait qu'on puisse être complètement emporté par ce film, en fait. Alors tu vois, je sais pas, Étienne, quel est ton ressenti par rapport à ça? Je pensais faire parler François Gallou avant moi. Je terminerai, j'aurai le dernier mot, ce sera chouette. François, t'es toujours avec nous? Ouais. Ok. Toi, tu as vu Tree of Life aussi à Cannes. J'imagine que t'as pas été non plus complètement emporté quand même. Non, pas complètement, mais emporté vachement à certains moments. Après, j'aurais du mal à contredire ce que dit Antonin, parce que je suis quand même plutôt d'accord dans le fond, mais après, je sais pas, il y a vraiment des moments où le film touche à l'intime, j'ai l'impression, de chacun, et emporte le truc quand même, quoi. Après, effectivement, la première demi-heure de délire visuel avec effectivement des images de l'autre photographe aérien, je sais pas quoi machin, mais en même temps, il y a pas que ça c'est pour caricaturer la première partie qu'on ressort ces trucs-là. Mais il y a quand même des moments où ça marche, où c'est effectivement un espèce de film trip,
Et moi, j'avoue que j'ai complètement baissé les armes parce que de toute façon, j'attendais pas non plus. Enfin, je sais pas. Malik, c'est pas mon réalisateur préféré. Moi, son film que je préfère, c'est Badlands et donc voilà quoi. Après, ce qu'il a fait, ça, c'est quand même très très différent. Mais là, du coup, j'ai baissé les armes. Je me suis laissé emmener par le truc et je me suis vraiment pas ennuyé. J'ai été touché à plein de moments. Il y a plein de moments que j'ai trouvé hyper beaux, des trucs aussi que tu trouves naïfs, mais en même temps. C'est tellement assumé comme tel que ça fonctionne. Il y a que finalement la toute dernière séquence qui m'a vraiment fait chier avec cette espèce de plage de free hug de paradis, de je sais pas quoi là. Effectivement, c'est un peu pourri quoi. Ça fait tomber le soufflet quand on s'est laissé emmener pendant 2 heures avant. Mais après, oui, je comprends tout à fait ce que dit Antonin et je serais difficilement contre, mais voilà, moi je sais pas, ça a quand même plutôt pas mal marché sur moi quoi. Donc je crois que je suis celui qui a le moins aimé le film en fait. C'est bizarre parce que moi c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les films ces 4 premiers. Moi je prends un plaisir fou. Je me rappelle les expériences au cinéma, que ce soit pour La Moisson du Ciel, Les Moissons du Ciel ou pour Le Nouveau Monde, où vraiment au cinéma j'avais tellement de sensations, je ressentais tellement de sensations en fait, comme rarement au Cinoche, que forcément je pouvais que saluer. Vraiment pour moi il y avait du génie là-dedans quoi. Bien entendu j'y allais un peu à reculons suite aux propos qu'Antonin avait pu tenir dans cette émission, mais je m'attendais quand même forcément à avoir des éclats au moins visuels ou de sensations que je n'ai pas reçu. La projection pour moi était super douloureuse. Non seulement je me suis ennuyé profondément à cause justement de la simplicité, je pense, du propos et de la forme qui essaye malgré tout quand même de complexifier tout ça en faisant du montage parallèle entre justement l'évolution de l'humanité depuis le Big Bang jusqu'à vraiment après les dinosaures encore, et puis en faisant un montage parallèle avec justement cette enfance, sa confrontation avec son père notamment, qui pour moi était juste une accumulation de clichés sur la vie du début à la fin, même si c'est filmé bizarrement on va dire, parce que j'ai pas aimé du tout tous ces tics visuels dont tu as parlé Antonin. Et moi il y a le pire, ça reste ce travelling en fait qu'il fait constamment, c'est-à-dire que qui va remplacer en fait le zoom du cinéma soi-disant indépendant, le recadrage et le zoom du cinéma indépendant. Lui il va juste faire des petits travelling avant qui sont absolument insupportables et qui gâchent absolument tout. J'ai l'impression qu'il avait tenté de vraiment foutre en l'air tout son film dans ce truc-là. Et puis l'impression aussi d'être à l'église la plupart du temps, quoi. Moi, toutes ces considérations sur Dieu, j'en ai rien à foutre. Ça m'emmerde profondément. J'ai pas envie qu'on passe la morale non plus, qu'on me dise l'amour machin, l'amour ceci, Dieu où t'es et comporte-toi comme ça. Ça m'a profondément vraiment fait bouillir en fait au bout d'un moment. Alors que dans ces autres films, même si forcément t'avais des considérations divines, elles étaient toujours bousculé en fait, et puis tu pouvais te rattacher à autre chose. Là le fait est que pour moi même s'il y a beaucoup on en parlait hier soir encore, même s'il y a du récit, même s'il y a des histoires qui racontent, en fait j'avais quand même l'impression d'être devant un clip, parce qu'il fait pas durer ces scènes en fait. Tu ressens pas en fait ce qui se passe. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes qui fait un minimum durer, comme par exemple cette séquence où le père interprété par Brad Pitt demande à son fils apprend à son fils à se battre, et des petites scènes comme ça qui fait un minimum durée, où là il se passe un peu quelque chose, mais comme tu l'as dit ça retombe très vite. Sinon les 3/4 du film c'est tourné comme un clip. J'ai l'impression d'être devant un clip d'opéra en fait. Voilà. Je pense que ouais c'est un film en fait qui a quelque chose à vendre, c'est en ça que ça le rapproche un peu de la forme du clip et surtout de la publicité. En fait je dis ça dans le sens où il vend une idée quoi, enfin où il est vraiment dans une sorte de prosélytisme religieux si on veut, mais on a vraiment un trajet assez clair, assez didactique vers un cheminement vers la grâce, vers l'abandon. Hein, son discours, c'est un peu ça. Sa recherche du divin qui est extrêmement énervante. T'as l'impression qu'il est tout le temps dans ses images et comme ses personnages à la recherche du divin. Oui. Et qu'il l'affiche constamment, mais qu'il y a cette recherche, mais il la trouve pas. Il tombe uniquement dans de la caricature et dans du cliché en fait. Ouais, mais je contrairement pense que à ses autres films. Ouais, je pense que tu vois autant voilà le cinéma des fois c'est un peu filmé de l'invisible avec du visible. Hein, c'est les outils du cinéma. Là, il est toujours un peu dans la monstration quelque part, sauf quand voilà il délègue à la voix off le soin de dire que voilà j'ai été touché par la grâce machin. Mais il y a ce cheminement là qui est assez simple et simpliste hein, dans le film, qui nous vend une idée de l'acceptation de la violence de la vie, de cette sorte de truc un peu
cosmogonique et tout ça, de cette acceptation de faire partie d'un tout qui serait la grâce et tout ça, chose dont je peux pas trop parler n'ayant pas trop de bagages religieux et tout ça, mais qui me paraît assez didactique quoi, et qui oui le film vend cette idée là, et les films qui vendent une idée, c'est insupportable quoi. Donc, voilà, mis à part ça, moi je tiens quand même à saluer le fait que ce type il a suffisamment de couilles pour quand même aborder un sujet que peu de cinéastes auraient pu aborder, à savoir la création du monde, et puis faire un parallèle avec du coup forcément la famille. Donc il tombe, je pense, forcément dans des idées tellement universelles que ça en est des clichés, mais il faut forcément avoir beaucoup de courage. Et puis c'est vrai qu'il y a des images et des passages qui a posteriori me semble vraiment très forte, mais pendant le film j'étais tellement énervé en fait et tellement agacé par tellement de choses que quand ces séquences arrivaient c'était trop tard en fait quoi. J'étais tellement en train de bouillir que ça pouvait pas fonctionner du tout quoi. Je pense qu'à part il y a quelques scènes comme ça qui doivent être très très fortes, mais moi je pouvais pas en jouir quoi. Ouais, mais en même temps je pense que le film aura une qualité, c'est que voilà, avec Palme d'Or et tout ça, Brad Pitt, il va y avoir une flopée de jeunes adolescentes qui vont se précipiter là-dessus et qui vont voir que le cinéma c'est pas forcément que Fast and Furious. Il faut ça va aussi peut-être faire naître des vocations. Dire que ce personnage de Sean Penn, qui interprète donc, si j'ai bien compris, le gamin, mais à l'âge adulte, architecte dans la ville. Donc attention, il est dans la ville, de différence de la campagne. C'est assez lourd. Un personnage qui est absolument inutile, qui ne sert vraiment à rien, mis à part justement à faire quelques coupures, une sorte de fil rouge, mais qui pour moi, ne servait strictement à rien. Mais là, on est vraiment dans une style, quand je parlais de polarité extrêmement nette et précise et assez schématique. Là, c'est vraiment ça. Hein, à partir du moment où le personnage de Sean Penn arrive donc dans le présent de la narration, où on est vraiment dans une sorte, alors que les 10 premières minutes ou 15 se déroulent dans un univers édénique très lié à la nature, même si ça se passe en banlieue, on a vraiment une présence du végétal très très forte. Là, on arrive dans quelque chose qui est donc on quitte la forêt d'arbres et de bois et de feuillage pour une forêt de métal et de verre dans des grandes tours qui sont une sorte de vision d'une sorte de perdition hein, du contemporain, quelque chose comme ça, et avec des touches symboliques qui sont un peu les ingrédients de Malick, mais qui sont vraiment là très très lourdes, avec ce personnage de Sean Penn qui sort de son lit, qu'on sent habité par une sorte de mal-être pas possible, et avec sa femme qui tire la gueule aussi, qui ramène une petite branche dans un univers complètement ikaïsé, avec d'un coup la caméra qui va glisser sur un arbre qui est encerclé de béton entre les tours en verre et tout. Il y a quelque chose qui là est trop lourd et trop simple dans les différents réseaux d'opposition du film quoi, qui fait que ça passe pas quoi. Voilà. Bon, malheureusement il va falloir qu'on arrête. Il est tard. François Gallou, merci d'avoir participé à cette émission. Bah oui, il y aura encore plein de trucs à dire sur Drive, mais on en parlera en octobre. Oui, tu reviendras. C'est-à-dire que sinon on peut y participer aussi. Puis si tu peux éviter de nous spoiler absolument tout, ce serait pas plus mal. Oh my god, déjà vu. Déjà vu. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Now, if you're on me and you gotta move when I move, how do you expect to keep a marriage? Well, that's an interesting point. What are you, a monk? I have a woman. What do you tell her? I tell her I'm a salesman. Voilà, c'était donc un morceau des Kings, Drive-In, suivi d'un extrait de Hit de Michael Mann. Antonin, il en dirait un gamin quand il entend ça. Ah là là, un de mes films préférés, je crois. Ouais. Hit de Michael Mann qui a, je pense, un minimum inspiré quand même Ruffner pour son film, comme beaucoup d'autres. Hein, c'est un peu une sorte de Gus Van Sant en fait, Ruffner, hein, ou de Zack Snyder, qui s'inspire quand même vachement de tout ce qu'ont pu faire les autres et qui leur rend pas justice. On va y revenir plus tard. Je vais te laisser parler un peu du bonhomme. Ouais, bon, on présente qu'on avait déjà pas mal démoli. Hein, ouais, on en avait parlé l'année dernière à l'occasion de la sortie du Guerrier Silencieux, Valhalla Rising, et on avait déjà dit beaucoup de mal. De toute façon, à cette occasion-là, c'est vrai qu'en relisant mes notes pour ce truc-là, je me dis on peut appliquer exactement les mêmes arguments contre le Guerrier Silencieux contre Drive, en fait, finalement. C'était encore une fois un avis qui n'était pas partagé par tous nos auditeurs, bien et sûr. On les emmerde. Voilà, exactement. c'est le mot que je cherchais, c'est tout à fait ça. Alors du coup, Ruffner, c'est donc un Danois qui est au Danemark. On fait aussi du cinéma. Il n'y a pas que Lars von Trier qui fait ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui
s'est fait connaître avec la trilogie Pusher, hein, pas mal, dont qui avait dans lequel on pouvait évidemment déceler ce qui va être un peu la marque de fabrique de Ruffner sur tous ses autres films, c'est une certaine prodige de la caméra, hein, un petit prodige de la mise en scène, quelqu'un qui est un petit peu, m'as-tu vu, qui fait vraiment, qui exploite tous les ressources de sa caméra et qui la fait bouger dans tous les sens, qui fait des grands plans séquences et tout ça, hein, quelqu'un qui maîtrise son outil. Donc déjà dans Pusher, c'est quelque chose qui pouvait être passablement énervant, mais qui finalement se tenait quand même plutôt pas mal, surtout pour le premier épisode, parce qu'il y avait une sorte de modestie de propos, hein, simplement on suivait deux personnages, des petites frappes. Il n'y avait pas ce côté dans lequel il se plonge au fur et à mesure de sa filmographie, j'ai l'impression, même si je n'ai pas vu Inside Job ni Bronson, qui serait un petit peu un côté extrêmement à viser vraiment le chef-d'œuvre, à empouler un maximum son style. Plus ça avance, hein, la filmographie de Ruffner, plus il va dans une sorte de pompiérisme, de côté extrêmement emphatique dans sa mise en scène. C'était déjà le cas dans Le Guerrier Silencieux. Je sais, Pusher, est-ce qu'il avait aussi, notamment dans l'épisode 2, je crois, avec toujours Mads Mikkelsen, qui était aussi l'acteur principal du Guerrier Silencieux et qui est un acteur formidable, hein, qu'on avait vu en méchant dans le Casino Royale, et qui est vraiment un super acteur, mais enfin voilà, si on lui fait un rôle de merde, il va jouer, enfin voilà, forcément ce sera pas bien. Mais le deuxième Pusher, en tout cas, il avait aussi, en plus de ce que tu viens de dire, il y avait quand même une certaine tension et donc aidé par ces acteurs assez remarquables. Donc ça marchait, et puis oui, ça essayait pas trop de péter plus haut que son cul, contrairement à ce qu'il a pu faire après. Et Bronson, moi je sais que j'ai tenu un quart d'heure, hein, c'était absolument insupportable. Même lui-même l'a exprimé plusieurs fois le fait que c'était quasiment un film expérimental où il a vraiment du coup il s'est allé à plein d'expérimentations visuelles, mais c'est absolument insupportable comme film. La Rising, voilà, on en avait parlé déjà l'année dernière, et moi ça m'avait profondément énervé en fait comme cinéma, qui là pour le coup vraiment il visait carrément à faire du 2001 mais version viking, ou enfin il vise très très loin, très très haut au-dessus de son trou du cul, et c'est assez insupportable quoi. C'est-à-dire que le héros de son film, c'est lui quoi. Ouais. C'est un petit peu ça. De toute façon, ça sera toujours le héros de son film, ça sera toujours sa caméra, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le truc, c'est que Valhalla Rising vraiment manipulait une sorte de territoire thématique extrêmement ambitieux. Hein. Ça voulait parler du paganisme, la découverte d'un nouveau monde et tout ça. On était tout de suite dans un registre thématique qui était lui-même très ambitieux, mais sur lequel on voyait bien qu'il n'avait absolument rien à formuler et il se contentait d'emphatiser un petit peu toute sa mise en scène pour faire croire qu'il avait quelque chose de très très important à dire. Sauf que tout ça était très très creux. Alors sur Drive, on est vraiment sur un territoire extrêmement différent, hein, parce qu'on est vraiment là pour le coup dans un territoire, en tout cas narratif, qui est celui de la série B, hein, avec une intrigue qui est extrêmement succincte et qui finalement enchaîne les clichés. Je le dis vraiment sans animosité aucune, hein, je veux dire tout le territoire du cinéma, tout ça est rempli de clichés. Hein. Le cliché, c'est quelque chose qui, à partir du moment où c'est investi, ça quitte le territoire du cliché tout simplement. Ça Hit par exemple, pour parler que de ça, c'est vraiment une succession de scènes qu'on a vues et revues, mais elles sont investies par un vrai talent de mise en scène et surtout un talent de cinéaste, ce qui fait peut-être cruellement défaut à Ruffner, qui fait que du cinéma filmé, hein, vraiment pour prendre l'expression de Jean-Claude Biette. Il ne se filme que lui-même. Il a pas de personnalité, je pense. Il manque vraiment d'avoir quelque chose en fait à raconter quoi. Oui, il y a un peu de ça. Là du coup, ça pourrait être presque agréable, hein, finalement. C'est pour ça que je citais Zack Snyder tout à l'heure, parce que moi ça me paraît assez voisin. Il y a quelque chose qui serait presque de l'ordre de la pure générosité de cinéma, hein, de prendre des territoires hyper balisés et de les explorer avec simplement de la pure virtuosité. Le problème, c'est que là, dans sa mise en scène, il est donc aussi sur une forme qui serait celle des années 80, donc quelque chose qui vise une certaine abstraction, hein. C'est un peu le territoire de Michael Mann, qui doit être un peu un des cinéastes marquants, qui a vraiment poussé jusqu'au bout cette mise en scène là avec le Sixième Sens, hein, qui est donc pas le film avec le mec qui voit des morts, mais la première adaptation de Thomas Harris avec Hannibal Lecter, un film avec William Peterson qui est aussi l'acteur principal de Police fédérale Los Angeles, qui est cité même à l'occasion de la graphie de la police des caractères des titres de Drive, hein, il y a vraiment ça, le fluo et tout ça, quelque chose de très éthéré, hein, le cinéma des années 80, quelque chose qui va viser où on est vraiment dans un horizon un peu publicitaire, hein, qui va viser un petit peu le tout à l'image, quelque chose qui avait avec beaucoup d'effets de surface, quelque chose qui
qu'on retrouve chez Michael Mann dans ses films des années 80, sauf que chez Michael Mann, cette forme-là rencontre un sujet de chez Michael Mann auquel il emprunte deux choses, à savoir donc d'une part l'esthétique, cet usage voilà cette encore une fois le mot compliqué que je sortais la semaine dernière, cette iconicisation des personnages. Sauf que chez Michael Mann, voilà, c'est tout le projet de cinéma de Michael Mann. Il y a une obsession qui va courir pendant tous ses films. C'est à la fois cette sorte d'abstraction de ces personnages et à la fois un côté extrêmement documenté. C'est le fameux réalisme de Michael Mann, c'est-à-dire cette façon qu'il a d'investir un territoire. En général, voilà, c'est souvent des films policiers et d'être le plus précis possible dans la représentation de l'environnement dans lequel il met en scène ses films. Parce que t'as cité le Sixième Sens, mais faut citer aussi Le Solitaire, du coup, avec James Caan, son premier film à Michael Mann, qui avec un personnage comme dans Driver, un personnage récurrent de ce cinéma, de toute façon polar, ce personnage mutique, solitaire, et comme tu l'as dit, là pour le coup dans Le Solitaire, ça se remarquait vraiment énormément ce souci du détail justement et de la recherche dans le travail de c'était l'histoire d'un braqueur aussi qui faisait des coffres et il y avait, tu sentais dès le générique, je pense, du Solitaire, voilà, ce souci du détail vraiment et cette cette façon de se documenter que peut avoir Michael Mann, que Ruffner a absolument pas. Lui, il est vraiment, il est dans l'image, dans l'icône constamment. Il est que sur un point en fait du truc de Mann, parce que c'est vrai qu'il reprend aussi un personnage qui pourrait très bien être un personnage à la Michael Mann, ce personnage du driver dans Drive, qui est donc un professionnel, voilà, quelqu'un d'extrêmement mutique qui prend un soin maniaque à extrêmement bien accomplir son boulot. C'est avec exactement des règles qui s'est fixé, voilà. Une éthique. C'est ça, une éthique, on va dire, ou vraiment une sorte, c'est un homme d'action qui est dans l'action totalement, voilà, qui c'est un peu le personnage de Tom Cruise dans Collateral, le personnage de Pacino de Niro dans Heat, le personnage du profiler dans Sixième Sens, que des gens qui sont entièrement investis par une tâche et qui, voilà, les films de Michael Mann, souvent, ce qui va faire déraper, c'est évidemment l'émotion qui va rentrer dans la machine. Ces gens-là qui sont dans une recherche d'abstraction totale de leur propre identité pour que des hommes d'action, voilà, qui ne pensent rien, qui essayent d'évacuer tout ce qui va parasiter leurs actions à eux, qui finalement tous les films de Mann vont voir ces personnages-là, mais mis à mal un petit peu par l'introduction d'une émotion là-dedans, que ça soit, et c'est souvent voilà une femme. C'est pas Michael Mann qui a inventé ça, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. C'est l'effet, voilà, le Terminator, film d'action, et d'un coup il y a la petite grain de sel de l'émotion qui rentre dans une machine qui est uniquement gouvernée par la raison, ou voilà. Et en fait le truc de Drive, c'est que chez Michael Mann il y a ça, donc du coup formellement ça se traduit par ce côté extrêmement réaliste et ce côté, cette abstraction qui transforme ces personnages en figures, mais on est toujours sur ces deux côtés-là, le côté abstrait et le côté extrêmement concret. Et voilà, Drive, on est uniquement dans l'abstraction totale en fait, de bout en bout, j'ai envie de dire, même si la première scène est quand même assez extraordinaire quand même, parce que là justement on est vraiment dans une scène d'action pure et dure, avec des enjeux de scène d'action, le personnage qui va devoir convoyer deux braqueurs qui sortent de leur braquage pour les faire échapper à la police. Là voilà, il y a un pur enjeu de scène d'action, voilà, ça dure 10 minutes, c'est juste avant le générique, et on se dit bah voilà, ça cartonne, et au bout d'un moment il a installé son personnage, et tout ce qu'il se contente de faire, c'est voilà, il a installé une sorte de héros. Et voilà, on est uniquement dans un registre héroïque tout le temps. Ce qui, pour ceux qui ont écouté depuis le début de l'émission, c'est la fameuse phrase qu'on a mis avant le générique de tirer des ensorcelés de Vincente Minnelli, où le personnage dit mais si voilà vous faites un film avec que des moments forts, voilà tout s'écroule quoi. Voilà, il faut à partir d'un moment, il faut avoir un certain sens de l'économie. Et c'est pour ça que je trouve un petit peu dommage que dans beaucoup de propos qui sont tenus sur le film, on rapproche beaucoup ce Drive de la série B, alors que moi ça me paraît l'exact inverse. En termes narratifs, c'est clairement un récit qui appartient à celui de série B, mais uniquement par ses motifs narratifs, c'est tout, parce que son économie de mise en scène est complètement et radicalement différente que celle de la série B, qui vise de toute façon une efficacité, après pas forcément dans un classicisme, ça peut se permettre dans la série B, il y a eu beaucoup d'audace formelle, mais en général on est dans une économie formelle, voilà, qui est de toute façon historiquement liée à l'économie de budget des séries B, des gens qui étaient tenus de raconter une histoire en très peu de temps. C'est des programmes qui voilà, à l'époque où les films étaient
distribué en double programme, mais voilà, où des gens ont réussi à créer une sorte de rapidité par voilà des astuces de mise en scène. Et ce qui fait que quand on lit par exemple dans la critique de Télérama que tu me faisais lire hier, que voilà le film commence sous les auspices de Tarantino et de Michael Mann et finit sous ceux de Siegel et Joseph Lewis, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment un contresens absolu quoi. On devrait régulièrement reprendre les critiques de Télérama qui sont de pire en pire. Ça vaudrait le coup de faire une chronique de critique des critiques, parce que là on se dit c'est vraiment du contresens total quoi. À la limite, ça serait presque vrai à l'inverse quoi, de dire que le film commence vraiment peut-être sous les auspices d'une série B dans cette économie qu'il a dans la scène d'action, et qui après va sur les territoires de Tarantino et de Michael Mann, pour prendre vraiment qu'un seul des côtés de leur cinéma à ces deux cinéastes là. Moi je vais on a beaucoup parlé de Michael Mann pour Drive, j'aimerais quand même, puisque Ruffner a été incapable de rendre justice à celui qui l'a le plus inspiré, je pense, pour ce film là en tout cas, au-delà de tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, hein. Mais en voyant le film, moi c'était évident bien entendu, donc il se basait sur The Driver de Walter Hill. Walter Hill, en faisant des recherches un peu sur internet, je me suis rendu compte que ce type n'avait aucun aura quoi, c'est que personne ne parle de lui, alors qu'il il est, je pense, assez important, c'est un des types fondateurs, des cinéastes fondateurs du cinéma des années 80, avec justement Friedkin et Michael Mann, en formant vraiment une continuité aussi avec le cinéma des années 70. Walter Hill a commencé comme scénariste, notamment pour Peckinpah, qu'on ressent aussi beaucoup dans Drive, parce que Peckinpah lui aussi, enfin le cinéma d'action, il a quasiment, enfin moi je considère qu'il a quasiment créé avec ses westerns, qu'il a fait déraper ensuite. Et donc Walter Hill, qui en 78 pour son deuxième long métrage réalise donc The Driver avec Ryan O'Neal, qui était le Barry Lyndon de Kubrick, qui joue donc ce personnage mutique, qui justement est un conducteur chevronné qui permet à des braqueurs de s'échapper en respectant des règles bien précises, tout comme, enfin c'est vraiment un copier-coller hein, pour ce qui est du personnage, comme pour la scène d'introduction. Alors c'est pour ça que ça m'a un peu gêné quand tu parlais tout à l'heure de la scène d'introduction. J'avais le sentiment, parce que t'es pas le premier à parler de cette scène d'intro de Drive, j'avais le sentiment de revivre la même chose que pour Inglourious Bastard, où tout le monde m'embrouillait les oreilles avec cette scène d'introduction d'Inglourious Bastard de Tarantino, que je trouvais assez minable, même en termes de mise en scène pure, et que je voyais copier sur plein d'autres trucs. Et là, cette scène d'intro justement de Drive est un copier-coller plan par plan quasiment. Non. Et on retrouve les mêmes axes, le même découpage. Non, mais en fait, tu m'avais annoncé ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai vu simplement les 20 premières minutes. Que la scène d'intro de The Driver. C'est pas du tout le même découpage. Si, bien sûr que si. Non. Et c'est la même situation, c'est les mêmes plans. Tu vas pouvoir travailler à Télérama, tu fais des contresens absolus. Il met sa caméra au même endroit, il fait le même découpage, et il a vraiment le même montage. Si je me trompe pas, quoi. Drive, la première scène, elle est entièrement vue du point de vue du driver, du conducteur. Ce qui n'est pas du tout le cas de The Driver. Non, parce que The Driver, la scène est beaucoup plus longue, et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages. Ouais, et surtout qu'il y a des plans d'extérieur, en fait. Et ça change tout en termes de point de vue. Là, on est vraiment scotché sur le point de vue du personnage. Il y a aussi ça. Il y a des plans d'extérieur qui sont dans Drive de Ruffner. Il a posé sa caméra devant la voiture, donc à l'extérieur de la voiture, et il filme la route exactement la même manière que Walter Hill. Ouais, on voit presque exactement ce que le personnage voit, quoi. Enfin, ce qui est en termes de point de vue, parce qu'il y a tout un jeu avec le son qui est assez malin, qui est une belle idée. Il n'y a pas que des plans d'intérieur, bien entendu. Il y a aussi beaucoup de plans d'extérieur où on voit la voiture de l'extérieur. Je crois pas. Si, je te l'assure. Je crois pas. On verra ça ensemble, vu que tu l'as téléchargé notre version. On peut d'ailleurs ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Attends, je suis déjà dans une parenthèse. Vas-y. Pour finir sur Walter, juste pour finir sur Walter Hill, après que t'as arrêté de me couper, Driver, on retrouve vraiment tous les mêmes personnages. Donc c'est le même scénario, c'est les mêmes personnages, et du coup, moi, en voyant Drive, j'avais vu The Driver de Walter Hill avant, et Ryan Gosling, que j'avais beaucoup aimé dans Blue Valentine, me paraissait super fadass quand même par rapport à Ryan O'Neal. Il est quand même mal de le dire. Non, mais c'est vrai. Et il est super fadass par rapport à Ryan O'Neal, qui est juste mutique dans The Driver, et qui fait face à des acteurs comme Isabelle Adjani, que j'aime pas particulièrement, mais qui pareil est extrêmement mutique, et ça lui va bien. Et le film avait été sec. C'était pour le coup je pense une série B, quoi, en se basant sur des clichés aussi, quoi. C'est le flic un peu pourri, par contre, qui poursuit ce driver, enfin ce
ce conducteur, on va arrêter de parler de dire driver, ça, machin, c'est horrible. Jacques Toubon qui va pas être content. En tout cas, je voudrais rendre grâce quand même à Walter Hill qui après ça en plus ça fait des merveilles quoi, notamment Dernier Recours qui est un des C'est meilleurs. l'émission rêvée prochaine d'Étienne de faire une émission spéciale, on la fera hein, d'ailleurs. Mais Dernier Recours. Dernier Recours, le garde du corps de Kurosawa et pour une poignée de dollars de Sergio Leone, c'est une trilogie basée sur un scénario de Kurosawa Basée sur le bouquin de Dashiell Hammett, voilà. Poisson Rouge. Et la trilogie est assez fascinante parce qu'elle représente vraiment trois pans très importants du cinéma et Walter Hill, je pense voilà, avec la clôture, voilà, c'est un peu la fin du cinéma pour moi, la mort du cinéma ce Dernier Recours avec Christopher Walken et Bruce Willis. Ce film est génial, il est jouissif. Et Walter Hill, c'est vraiment un type que j'aime beaucoup et il a été scénariste aussi pour James Cameron, c'est lui qui a signé Alien 2 le retour, Oui. enfin, le scénario, enfin il a bossé dans vraiment un paquet de trucs et voilà, ça me gêne énormément que ce type Ruffneux qui en plus reçoit le prix de la mise en scène qui je pense c'est absurde mais comme tous les prix qui ont été remis à Cannes l'année dernière par cet incapable, c'est de toute façon ça reste le festival de Cannes l'année dernière cette année c'était une absurdité totale quoi, avoir De Niro en président du jury, moi je suis désolé mais je comprends toujours pas ça quoi. J'ai l'impression qu'on nous fait une grosse blague et là qu'ils reçoivent le prix de la mise en scène, je trouve que c'est une grosse blague parce que sa mise en scène, il y a rien de personnel, il y a rien inventé, il reprend des formes, il les pousse un peu, il se masturbe un petit peu c'est une vision de la mise en scène qui est vraiment mais dramatique quoi, parce que là on se retrouve devant un truc qui c'est pas de la mise en scène, c'est de l'enrobage quoi, vraiment c'est vraiment on prend une cacahuète et on l'enrobe de 10 000 papiers aluminium ou je sais pas quoi avec des gros néons et en fait il y a rien, le film est tellement travaillé par rien, c'est assez dingo de se retrouver devant un truc, c'est un film que t'as envie à la limite tu pourrais l'accrocher dans ton salon hein, c'est très joli mais après tout, moi c'est décoratif. c'était pas j'ai pas passé un mauvais moment devant Drive hein. J'étais le voir un dimanche après-midi, c'était un film pour un dimanche après-midi, j'ai oublié en tout cas les 3/4 du film. Dès que je suis sorti, il me reste en mémoire quelques accès de violence qui étaient très violents, voilà, il met pareil quand il fait une scène violente, il y met le paquet. Moi je suis pour, pas de problème. Et en fait, on a trouvé la raison pour laquelle il remercie Gaspard Noé au générique, c'est qu'il lui a donné des conseils pour pouvoir filmer un mec en train de se faire éclater la gueule. Parce qu'il avait été sûrement traumatisé par la scène de l'extincteur de Irréversible. Voilà, c'est donc pas du tout par rapport aux scènes de bagnole comme on a pu le dire à une précédente émission. Voilà, non mais on le ressent vachement. Il y a une scène dans un ascenseur où il essaie d'associer un baiser tendre avec la femme qu'il aime et puis à côté de lui t'as un méchant, il le sait très bien. Alors il y a une scène au ralenti où il va faire un baiser langoureux avec une musique douce et d'un coup paf il arrête et puis le type Ryan Gosling qui est vraiment pas bien va défoncer à coup de pied mais c'est comique, enfin ça me fait penser à Deadman de Jarmusch quand Lance Erickson se fait exploser la tête alors que c'est une pastèque sa tête et tu le vois très bien, et là c'est pareil, ça fait même effet quoi. C'est assez gênant quoi, ça devrait être brutal. Non, c'est comique, c'est grotesque en fait. Cette séquence ne marche absolument pas. De toute façon, le film et c'est dommage parce qu'il y a des idées, tu ressens vraiment, il y a des idées intéressantes qui pourraient vraiment être efficaces, mais je pense que c'est voilà ce que tu disais tout à l'heure et c'est l'extrait qu'on a passé au générique de cette émission, c'est-à-dire qu'il sait pas aménager ses scènes, quoi, il sait pas amener ses trucs. Il y a aucun sens de l'économie de mise en scène, c'est qu'à partir du moment le film décolle jamais parce qu'il est tout le temps dans la stratosphère de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon ça fait un film d'une platitude absolue quoi. Ce qu'on disait auparavant, c'est que voilà, Michael Mann, il y a tous les moments où d'un coup il y a un côté vraiment stratosphérique qui se fait, bon à base de grosses nappes de synthé, de plans larges et tout ça. Et ça s'inscrit dans un territoire qui auparavant est extrêmement réaliste, extrêmement méthodique et tout ça. Donc du coup ça crée du relief. Là on est tout le temps sur la même note, c'est assez dramatique. Et puis pour terminer sur les acteurs, moi je voulais juste citer, c'est peut-être pour ça aussi que Ryan Gosling m'a paru très très fade, c'est que dans un second rôle et même si son personnage est assez très très limité même, il y a Bryan Cranston qui est donc l'acteur principal de Breaking Bad, qui jouait auparavant le père dans la série Malcolm, qui est un acteur absolument incroyable, et là il a juste un petit second rôle, donc il joue un estropié mécano qui file un coup de main à Ryan Gosling et qui se fait au passage aussi trancher les veines et voilà, il se fait tuer quoi, c'est un spoiler. J'aime bien annoncer un spoiler après l'avoir dit. Et cet acteur est absolument incroyable. Après qu'il reçoive un prix pour Breaking Bad alors qu'il en a pas reçu pour Malcolm, je trouve ça un peu limite aussi parce qu'il était beaucoup plus incroyable dans Malcolm, je trouve. Mais le fait est que ça fait plaisir de le voir au cinéma, même dans un second rôle tout pourri, et j'ai hâte qu'il ait terminé sa série pour pouvoir avoir un vrai rôle et pourquoi pas à la place d'un type comme Ryan Gosling, parce que en plus non seulement il fait pas grand chose, mais en plus si on commence à trop le voir, il va vite m'énerver, je pense, ce type quoi. Et pourtant je l'ai adoré dans Blue Valentine, mais il va commencer à vite m'énerver.
Bah ouais, de toute façon c'est encore une fois effet cinéma filmé parce que même dans plein de seconds rôles c'est que des acteurs de séries télévisées. Oui, mais il y a l'actrice de problème. Mad Men et tout ça. Parfait, voilà. très bien. Du coup, ça fait vraiment clin d'œil permanent. C'est dramatique parce que lui-même dit que c'est son film le plus personnel et tout ça, dans lequel il s'est vraiment détaché de ses influences. Il se présente comme un cinéphile, maniaque. Et il a dit que que Drive c'était son film d'amour. Bah, c'est dramatique, c'est bourré d'amour gratuit ce truc-là, quoi. C'est dégueulasse. On parle de violence gratuite, mais là c'est de l'amour gratuit, quoi. C'est dramatique. Oh my god, déjà vu. Déjà vu. Oh, I'm like you. I have no regrets about Only God Forgives. I think it's a masterpiece, and it is. I just didn't make it very expensive. Is there a doctor in the house? We need to get a medic in here. Is there a doctor around? I just didn't make it. If you think that's a masterpiece, what is Citizen Kane? It's great. But it was an inexpensive movie, so financially... Who gives a shit? And I have just 2 questions left. When you were mentioning... I have a third. Where is there a medic for this man? When you were mentioning... Did you hear the ambulance pull up? Okay. When you were mentioning 2001 Citizen Kane, you forgot to add Drive. But we'll let that slip. We won't know about Drive for another 30 years. 30 seconds. Whether it lives or dies. I'm talking about films. 2001 was made in 1968. I made this film about 4 years ago, so it's about 4 time. years is a zip. It's not even a blip. It's not a pimple on the asshole of humanity. 4 years. But 2001 was made in 1968 and holds up like gangbusters. It's better than all this other similar crap. And Citizen Kane was made in 1941. We know that. My point and it lives.